Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass du programme Croissance pour tous. Nous sommes mardi le 20 février de l'année 2024. Il est 17 heures et comme tous les mardis à 17 heures, eh bien, nous avons rendez-vous pour parler d'une technique marketing nécessaire à l'entrepreneur pour booster et développer son activité. Alors, le temps que tous les participants se connectent et nous rejoignent, je rappelle simplement les règles d'usage pour une bonne participation. Je vous invite évidemment à couper toutes vos distractions, téléphone, email, etc. pour être focus sur tout ce qu'on va vous partager, Olivier et moi. Ça permettra aussi d'optimiser la bande passante. N'hésitez pas à couper toutes les fenêtres web qui ne sont pas utiles pour les 60 prochaines minutes. Si vous avez un casque audio, utilisez-le, ça vous gagnerez en qualité d'écoute. Prenez de quoi prendre de notes également. Servez-vous à boire. Le but est que vous soyez à l'aise et que vous n'ayez pas à vous déplacer au cours des 60 prochaines minutes. Et puis surtout, interagissez via le chat ou levez la main pour ceux qui nous suivent via Zoom pour poser vos questions. Le but est que vous puissiez poser toutes vos questions et puis surtout repartir avec les réponses à l'ensemble de vos questions. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, et il y en a à la fois sur Zoom, mais aussi sur les différentes plateformes sociales, puisqu'on est en streaming sur LinkedIn, Facebook, Insta et YouTube notamment. Sachez que donc les masterclass s'intègrent ou font partie d'un programme qui s'appelle Croissance pour tous, qui est un programme destiné aux entrepreneurs et dans lequel nous accompagnons les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance, c'est-à-dire qu'on va les accompagner, les former, les coacher et les accompagner pas à pas pour leur permettre de mettre en place leur stratégie de croissance de façon simple, rapide et le plus efficacement possible. Et tout cela dans un délai de 90 jours, soit 12 semaines, sans connaissance marketing préalable. Voilà. Et dans ce programme d'accompagnement, en fait, il y a un fil rouge et ce fil rouge, en fait, c'est le MAC, c'est le modèle d'activation de croissance. En fait, tout ce que l'on enseigne et tout ce que l'on met en place dans le cadre de sa stratégie de croissance tourne autour de ce modèle d'activation de croissance que je vous présente à l'écran. Alors, les habitués le reconnaîtront. En fait, c'est un modèle universel pour mettre en place une stratégie de croissance dans son entreprise. Et la force de ce modèle, c'est qu'il permet d'activer simultanément les 4 piliers de croissance que sont l'attraction, la conversion, la fidélisation et l'optimisation, mais aussi de travailler toutes les étapes du cycle de vie client. Et ce modèle-là, en fait, c'est un modèle universel. Si vous regardez vous prenez toutes les entreprises qui sont leaders mondiaux dans leur domaine, je pense notamment au GAFA, Amazon, Google, Apple, etc., ou vous prenez toutes les licornes, les startups qui sont devenues des success stories, etc., elles ont tout un point commun, c'est qu'elles appliquent tout ce modèle d'activation de croissance. Voilà. Et donc, c'est vraiment la moelle épinière ou la colonne vertébrale du programme Croissance pour tous que l'on vous présente. Alors, dans le programme Croissance pour tous, c'est un package qui se compose à la fois d'une formation en ligne qui est hébergée dans l'Ornibox, qui se compose de masterclass, dont celle-ci, puisque tous les mardis, nous avons des masterclass. Il y a également des sessions de coaching individuelles, des sessions de coaching de groupe qu'on appelle ateliers d'implémentation. Il y a une boîte à outils qui est partagée. Il y a énormément de ressources, de documents, de templates qui vous sont partagés, etc. Tous les mardis. Oui, vas-y Olivier, tu voulais dire? Non, ça c'est la semaine prochaine. Ça, c'est la semaine prochaine. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que parmi ce package, effectivement, il y a tous les mardis de nouvelles masterclass. Et ces masterclass-là, elles sont ouvertes en public. Donc, tout le reste, c'est uniquement pour les membres du programme, sauf les masterclass qu'on a décidé maintenant depuis déjà 2 ans d'ouvrir à l'ensemble des entrepreneurs et des personnes intéressées. Pourquoi? Parce que ça nous permet finalement d'utiliser ces masterclass-là comme vitrine pour le programme et puis de faire vivre de l'intérieur un petit peu l'expertise et la valeur ajoutée que le programme peut vous apporter. Voilà. Et donc effectivement, là, ce sont les prochaines masterclass. La semaine prochaine, ce sera Olivier qui recevra Arnaud Ciel pour une masterclass sur les techniques de vente. La semaine suivante, j'aurai le plaisir de recevoir Soline Colo qui nous parlera de Canva et de comment utiliser Canva pour finalement créer ses visuels et son identité de marque, etc. Donc c'est chaque mardi, c'est une thématique différente. Voilà. Alors toutes ces masterclass-là, en fait, elles sont annoncées à l'avance. Donc si vous allez sur la page LeadFox ou si vous scannez le QR code, vous verrez le programme des prochaines masterclass au moins jusque fin mars puisque ça a déjà été communiqué. Et puis celles du Q2 vont être mises à jour là dans les prochains jours.
Et pour ceux qui ne peuvent pas assister chaque mardi au live des masterclass, mais sachez que le replay de toutes les masterclass sont mis en ligne, donc sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc vous tapez Croissance pour tous sur YouTube et vous allez tomber sur notre chaîne, la chaîne officielle. Et ben, surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié de chaque nouvelle mise à jour et de chaque nouveau replay. Voilà un petit peu pour parler du programme Croissance pour tous et du contexte dans lequel s'intègrent ces masterclass-là, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois. Alors aujourd'hui, on a décidé avec Olivier de parler de l'emailing et de l'email marketing et de vous présenter certaines techniques avancées pour développer votre business. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'emailing? On en a déjà parlé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient présents mardi dernier, on recevait Nicolas Arnaud de la société Magilite qui nous a parlé en fait de la prospection multicanale et de comment utiliser l'emailing dans une démarche de prospection. Et aujourd'hui, on va plus loin et on remet une couche sur les mailings parce qu'on reste persuadé qu'aujourd'hui, même si l'emailing n'a jamais été autant décrié, même s'il n'y a jamais eu autant d'abus en termes de spam, en termes d'arnaque, de phishing, etc., ça reste, pardon, ça reste vraiment une technique indispensable pour l'entrepreneur qui veut développer son business. Et il est impossible, je pense en tout cas qu'il est impossible encore en 2024 de faire tourner une stratégie marketing complète sans utiliser l'email marketing. Pourquoi? Mais si je reviens au modèle d'activation de croissance que je vous ai présenté, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, j'espère qu'il va partir. Donc, si je reviens sur ce modèle d'activation de croissance, on voit qu'en fait, il y a le processus de croissance, il comporte 8 étapes. Et la première étape, c'est générer du trafic. La deuxième, c'est capturer les coordonnées de ses visiteurs. La troisième, c'est nourrir et qualifier les prospects. La quatrième, c'est convertir en vente. La cinquième, c'est délivrer et satisfaire. La sixième, c'est fidéliser les clients, les nouveaux clients acquis. La septième, c'est maximiser le potentiel client en vendant plus. Donc, on travaille sur les montants, le panier moyen, la récence, la fréquence d'achat, etc. Et enfin, la huitième étape, c'est vraiment tirer profit du bouche à oreille pour transformer ses clients en ambassadeurs et obtenir des recommandations. Eh bien, quand on prend ce processus de croissance dans sa globalité, on se rend compte que l'emailing reste une technique marketing utile quasiment à chacune de ces 8 étapes du processus de croissance. On a vu la semaine dernière avec Nicolas qu'on pouvait utiliser l'emailing pour de la prospection, et donc on parle à ce moment-là d'emailing d'acquisition, mais on va le voir que dès qu'on a capturé les coordonnées de ces contacts via de l'inbound marketing, via un lead magnet et ce genre de choses, ou via des participations sur des foires et des salons, eh bien on va avoir besoin de l'emailing pour nourrir tous ces contacts-là en information pour pouvoir les qualifier puis les faire avancer vers l'acte d'achat. On va aussi avoir besoin de l'emailing pour pouvoir les convertir un moment en clients et leur proposer une offre, une promotion, une offre intéressante, etc. On parlera d'emailing de conversion. Une fois qu'on a converti un prospect en client, on va à nouveau avoir besoin de l'emailing eh bien, pour le fidéliser, pour lui faire acheter plus souvent, etc. Et on va parler d'emailing, d'optimisation, etc. Et donc, on voit que l'emailing, en fait, même si on pense que c'est une technique obsolète qui n'a plus lieu d'être, eh bien, ça reste un des moyens de communication indispensables pour activer toutes les étapes de votre stratégie de croissance. Voilà pourquoi on a décidé avec Olivier de consacrer une masterclass sur la technique de l'emailing. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Olivier, je vais peut-être te laisser introduire la première partie. Avec plaisir. Salut Jean-Philippe, ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour à celles et ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour parler d'emailing. Déjà, j'ai une première question pour vous, si vous le pouvez répondre dans le chat. Si je vous demande combien de fois par jour vous consultez votre boîte email, qu'est-ce que vous me répondez? Trop souvent, moi. Là, 10 fois, nous dit Jean-Philippe. Au moins, ouais, minimum. Ouais. Et c'est bien pour ça que l'emailing, les techniques d'emailing, ça reste hyper efficace parce que ça reste finalement quand vous avez le consentement
d'une personne pour pouvoir lui envoyer des emails, hein, quand vous avez son consentement, ben, vous êtes sûr de toucher la personne en fait. Voilà. Alors que quand on publie sur un réseau social toutes les heures, me dit Franciane. C'est Franciane qu'on prononce? C'est bien ça, je fais pas d'erreur. Quand vous envoyez une publication sur un réseau social, par exemple, ben, vous savez pas où part la publication, vous savez pas qui va voir votre publication. Alors que quand vous envoyez un email à une personne qui est consentante pour recevoir votre email, ben, vous êtes sûr que l'email va arriver dans sa boîte aux lettres. Et puis si, comme vous êtes comme Jean-Philippe, vous consultez votre boîte mail 10 fois par jour, là, s'il n'a pas vu votre email, il a fait exprès. Donc c'est en ça où ça reste aujourd'hui le meilleur moyen de pouvoir toucher, d'être sûr de pouvoir toucher son audience. Et vous connaissez la phrase célèbre des marketeurs, le chiffre d'affaires est dans la liste. Dans la liste email, bien évidemment, il y a des marketeurs en ligne qui aujourd'hui disposent de bases email de centaines de milliers d'emails. Ben, quand vous arrivez à ces niveaux-là, indépendamment du fait qu'on vous coupe un réseau social, etc., ben, vous êtes sûr de pouvoir capitaliser et rebondir sur n'importe quel type de business, puisque finalement, vous avez un canal direct de communication avec des personnes qualifiées que vous connaissez et à partir desquelles vous pouvez commencer à initier des relations ou à développer des relations. Alors, on va vous partager quelques techniques cet après-midi. L'objectif, c'est de comprendre comment on va utiliser l'emailing pour nos business. Et je ne parle pas forcément de business en ligne, mais vraiment dans nos activités, qu'on fasse du B2B ou qu'on fasse, bien évidemment, si on fait du B2C, c'est stratégique encore plus l'emailing. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut l'utiliser, dans quel cas. Ça, c'est le premier point. Et puis, avec Laurent, on a voulu, c'est un parti pris qu'on a eu sur cette masterclass, partager des techniques, vraiment des techniques. On va rentrer vraiment dans le détail, vous allez voir, pour du coup comment faire pour respecter un peu les bonnes pratiques et faire en sorte que vos stratégies d'emailing soient les plus pertinentes possibles. Alors la semaine dernière, on a eu une masterclass sur la prospection avec l'emailing. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, et si la prospection commerciale c'est un sujet, je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Croissance pour tous et d'aller revisionner notre masterclass qui était passionnante, animée par notre ami Nico. Mais aujourd'hui, on va parler de l'emailing sur deux axes différents, notamment la fidélisation. Alors pour moi, et on va aussi vous partager ce qu'on fait nous aussi avec Laurent, ce qu'on fait avec nos clients, mais ce qu'on fait également et qui fonctionne très bien pour nous depuis de nombreuses années. L'emailing, ça permet, quand vous avez des personnes que vous ne connaissez pas encore, capter l'email de vos contacts, c'est primordial. Quand vous allez ramener des contacts vers un site internet, par exemple, le premier objectif, ça va être effectivement de capter l'email de votre contact, parce qu'une fois que vous l'avez bien compris, capter l'email de votre contact, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir commencer à communiquer avec cette personne par email. Donc l'email est très 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 bien utilisé dans ce qu'on appelle le nurturing. Laurent, tu l'as très bien partagé dans le modèle d'activation de croissance. Une fois que vous avez un prospect, que vous arrivez à engager votre prospect en captant son email par des techniques qu'on va voir de pop-up, de livre blanc, etc. Là, c'est le début d'autre chose, puisque vous allez pouvoir commencer à communiquer. Et le but d'une communication par email, ce que les marketeurs appellent le nurturing, c'est finalement de pouvoir commencer à créer une relation de confiance avec vos prospects. Et pour ça, vous allez utiliser l'email, fournir du contenu à valeur ajoutée. Vous pouvez l'inviter à des événements, comme on fait aujourd'hui, pour commencer à vraiment initier cette relation de confiance qui est primordiale dans la vente. Donc, l'email dans le nurturing, c'est un élément essentiel. Et puis, vous allez pouvoir également utiliser l'email dans ce qu'on appelle la fidélisation client. Vous avez des clients, ils ont déjà commandé un produit ou un service chez vous. Bon, très bien. Et peut-être qu'il peut commander d'autres choses, peut-être qu'il peut vous recommander, etc. Donc, comment je fais pour garder le lien avec mes clients? Là aussi, l'email s'avère redoutablement efficace, puisqu'il vous permet effectivement de pouvoir automatiser et garder le lien avec vos clients. J'ai une autre question pour vous,
vous qui êtes connectés ensemble, est-ce que 100% de vos clients connaissent 100% de vos produits et de vos services? En toute franchise. Mais alors, pour le coup, je me mets dans le panier parce que moi, c'est pas le cas non plus. C'est super difficile. Le, et ça m'arrive encore, bien évidemment, d'entendre des clients avec qui ça s'est super bien passé. Ils me disent, ah ben, je savais pas. Oui, pas encore, mais c'est le but, nous dit Jean-Philippe. Mais moi, ça m'arrive encore fréquemment, notamment quand on propose plusieurs types de services ou on a des offres élargies ou si, ben voilà, on fait de l'innovation et qu'on veut lancer un nouveau produit, etc. Ben, vos clients, ils ont confiance en vous. Donc, vos clients, ils connaissent votre valeur. Donc, forcément, ce sont d'abord les premiers, les plus enclins à pouvoir consommer votre nouveau produit, votre nouveau service. Et donc, l'emailing, il va vraiment servir à ça pour garder le lien, faire la promotion de vos nouveaux services, de vos nouveaux produits sur une base qui est hyper saine puisque c'est la base de vos clients. Vos clients, ils vous ont déjà fait confiance une fois. A priori, ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à vous faire confiance pour d'autres produits ou d'autres services. Donc, dans le nurturing, ça fonctionne très bien. Et bien évidemment, dans la fidélisation client, et on ne parle pas prospection ce soir, on en a parlé la semaine dernière, mais si vous avez d'autres cas d'usage, on serait ravis que vous nous les partagiez également. Voilà. Alors, quand je tourne la tête, c'est pas que je me désintéresse de ce que je suis en train de vous raconter, bien au contraire, c'est qu'en même temps, je pilote les réseaux sociaux et les personnes qui sont connectées sur mon deuxième écran. Donc, deux grands cas d'usage. Le nurturing, voilà, vous avez des prospects qui vous laissent leur email, et puis la fidélisation client. Une fois qu'on a dit ça, avec Laurent, on a voulu vous partager quelques bonnes pratiques, et notamment 5 techniques pour faire en sorte que vos campagnes d'emailing aient le plus de chances d'aboutir, en tout cas de répondre à vos objectifs. Et puis la première partie, la première technique qu'on partage avec vous, c'est ce qu'on appelle bien structurer votre email. Vous avez décidé de lancer une campagne d'email, la fameuse newsletter pour vos clients, par exemple. L'idée, c'est de bien structurer son corps d'email pour faire en sorte qu'il soit le plus explicite possible dès lors qu'il va atteindre les boîtes de réception de vos destinataires. Alors, on va en parler, mais bien évidemment qu'il faut utiliser des outils professionnels pour le faire. On ne lance pas des campagnes emailing depuis Outlook ou Gmail, mais on utilise pour ça des outils professionnels et il y en a plein, ils fonctionnent tous très bien. Après, on pourra peut-être en parler, Laurent, à la fin, si on a le temps. Mais quand vous allez commencer à structurer votre email, moi, il y a une astuce que j'aime bien, et qui est pour le coup pas forcément connue, qui est de bien structurer ce qu'on appelle le pré-header. Alors, le pré-header, c'est quoi? À la rigueur, il faudrait que je puisse vous montrer quand vous avez l'email qui arrive dans la boîte de réception. Si vous faites rien, l'email, il va reprendre les premiers mots de votre corps d'email. Donc, la personne qui reçoit l'email, elle a votre nom et puis elle a le début du texte de votre email. Bon, ça, si on fait rien. Si on utilise la technique dite du pré-header, eh ben, ça permet en fait de personnaliser ces premiers mots. Voilà. Et donc, quand vous faites ça, en fait, c'est comme si vous aviez un second objet et qui vous permet d'augmenter grandement vos taux d'ouverture. Vous avez peut-être reçu des emails de newsletter où vous voyez afficher l'email. Ah ben ça, il faut surtout pas faire, par exemple. Voilà. Donc, il faut vraiment on peut utiliser cet espace pour venir renforcer la promesse de votre email. Je vous montre, si je peux partager mon écran, Laurent, c'est quoi? Je vais le faire très rapidement pour vous montrer visuellement à quoi ça correspond. Je vais aller ici. Enfin, vous allez aller sur ma boîte mail. Vous me dites quand vous voyez l'écran. C'est Donc, bon. vous voyez ici, voilà, ici c'est un email que j'ai envoyé hier. Ben là où c'est grisé en bleu, vous voyez comment l'email s'affiche dans la boîte mail du destinataire. Et donc, vous avez le début de l'objet. Et donc, plutôt qu'ici d'avoir le début du texte, j'ai mis booster son business avec l'IA. C'est ça le pré-header. Ça me permet, c'est comme un second objet en fait. Et quand vous faites ça, dans la boîte mail, parce que souvent les personnes n'ouvrent pas l'email tout de suite, ils ont différents emails à aller lire. Et donc ça permet de pouvoir engager sur l'ouverture du mail.
Ouais. Et c'est super important parce que on n'a pas tellement d'éléments sur lesquels on peut jouer pour augmenter le taux d'ouverture. Et c'est un des principes. Enfin, l'objet et le pré-header que tu viens de présenter sont quasiment les deux seuls sur lesquels on peut justement venir un petit peu avec du phrasé marketing et essayer de titiller la curiosité. Donc c'est vraiment un élément, un des rares éléments à votre disposition pour augmenter les taux d'ouverture de vos campagnes. Exact, tout à fait. Et puis c'est surtout, c'est pas forcément utilisé ou utiliser à bon escient. Voilà. Donc quasiment tous les logiciels aujourd'hui d'emailing professionnel proposent cette fonctionnalité et ça permet vraiment d'accroître l'engagement. Voilà. Pendant que j'y suis, je reste sur mon email. Vous avez la possibilité également de bien structurer votre header. Alors, moi, je suis pas un partisan d'un header light où je mets uniquement mon logo, c'est un parti pris, mais globalement, dans les bonnes pratiques, le header, hein, c'est la partie que vous allez avoir au-dessus de votre email et que vous allez pouvoir, espace que vous allez pouvoir utiliser pour mettre un logo, le nom de votre entreprise, par exemple, et puis parfois un lien pour venir afficher la newsletter directement sur Internet. Donc, cet espace-là qui est dédié, moi, je le fais volontairement light. Je mets mon logo. Parfois, je me mets moi en petit en photo pour essayer d'humaniser au maximum le contenu. Mais le pré-header, voilà, c'est toute cette partie-là que vous pouvez personnaliser sur les éléments de la marque. Ou, ou comment on voit ce deuxième objet figuré. Alors, ça dépend du logiciel que vous allez utiliser. C'est une question que j'ai en même temps. Je vois passer les questions, Laurent. Euh, on le voit figurer ici. Donc Ouais, c'est ici qu'on le voit figurer là. ça Euh, dépend aussi du type d'appareil, c'est-à-dire que sur les smartphones, vous ouais. le voyez quasiment systématiquement, et sur les desktops, ça apparaît pas de façon si visible. Mais par exemple, sur un appareil mobile, systématiquement, vous avez les premiers mots du contenu textuel qui apparaissent. Et si vous ne le paramétrez pas, comme Olivier vous l'a expliqué, eh ben, ça veut dire que par défaut, ça va être les premiers mots qui sont repris, les premiers mots textuels de votre contenu de mail. Et donc là, c'est vous qui devez changer ces premiers mots-là s'ils ne conviennent pas et les remplacer par des mots marketing. Voilà, je te laisse remettre la présentation. Donc le header, le footer, c'est toute la partie que vous allez retrouver en bas de votre email qui peut reprendre différents types d'informations. En général, vous allez plutôt mettre les liens vers les réseaux sociaux, les liens vers vos mentions légales si vous en avez. Donc, toutes des informations complémentaires à celles qu'on peut retrouver en haut de votre email. Alors, sur le ratio texte-image, voilà, on pourrait épiloguer sur le sujet pendant des heures. Moi, je vais vous faire une réponse de Normand. J'ai envie de vous dire que ça dépend de votre activité. Déjà, d'une manière générale, il faut que vous ayez plus de texte que d'images. À minima, 60% de texte et 40% d'images. Après, ça va dépendre de votre activité et de l'univers de votre marque, bien évidemment. Si vous vendez des produits, ben, c'est très tentant d'aller mettre des images de produits pour inciter à l'action. Les images, c'est très visuel, bien évidemment. Et donc, ça suscite forcément beaucoup plus d'engagement. Après, si vous vendez du service, si vous vendez du conseil, si vous vendez de la formation, l'idée, ben, c'est d'avoir en tout cas, moi, je suis plutôt un partisan d'avoir un maximum de texte et surtout d'essayer de personnaliser au maximum le contenu de votre email, puisque l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que finalement, si on prend l'exemple d'une newsletter, ben, elle ressemble le moins possible à une newsletter. On va pas se mentir, c'est chiant une newsletter. Quand on reçoit une newsletter formatée, etc., on est d'accord, on n'a pas envie de la lire. C'est chiant une newsletter. Bon, ben, comment on fait pour du coup que cette newsletter, elle soit la plus engageante possible? Alors, moi, je partage avec vous une technique. On n'est pas là, on n'est pas sur la structure, on est sur le contenu, même si j'en parle après. Mais moi, ce que je dis à tous mes clients et ce que j'essaye de faire dans ma propre newsletter, c'est un peu comme l'édito d'un journal de la presse que vous pourriez acheter. Vous achetez le Figaro, vous avez la une, hein, c'est l'accroche, donc eh ben, la une de
de votre newsletter, ça va être peut-être l'objet et puis le pré-header tel qu'on l'a vu. Voilà, ça donne envie d'ouvrir. Et puis quand j'ouvre mon journal, ben, j'ai d'abord l'édito avant de passer à l'actualité. Et l'édito, c'est le mot du rédacteur en chef. Hein, c'est le mot du rédacteur en chef qui vient commenter l'actualité du moment. Mais moi, je vous invite dans vos newsletters de fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que si vous voulez vous démarquer de vos concurrents et surtout créer un maximum de liens avec votre audience, eh ben, mettez-vous à la place de vos interlocuteurs et vous vous dites, en l'occurrence vos clients, et vous vous dites, vous posez la question suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes clients ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux? Voilà. Vous faites un édito, c'est pas forcément d'aller d'en faire une tartine, mais qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et ça, je trouve que c'est un excellent moyen. D'abord, il faut un peu se creuser la tête, bien évidemment, mais c'est un excellent moyen de se démarquer et surtout d'éviter de tomber dans la monotonie qu'on connaît tous des newsletters qui, si, voici mon produit, voici mon service. Et donc, plus vous allez créer du lien, plus vous allez essayer de personnaliser votre newsletter, plus ça va, entre guillemets, le contenu qui va suivre, qui est forcément un contenu un peu plus commercial, passera mieux. Voilà. C'est, encore une fois, ça dépend de votre activité, ça dépend de votre sensibilité. Mais moi, j'ai même des grosses boîtes avec qui on travaille et à chaque fois, je m'efforce d'aller voir le directeur général ou le PDG. Je le prends par la main, je dis, écoute, qu'est-ce que tu as envie de raconter ce mois-ci à tes clients? C'est super important, fais l'exercice. Et donc, j'arrive toujours à leur arracher un petit bout d'édito pour du coup favoriser l'engagement et susciter un maximum d'intérêt sur l'envoi de la newsletter. Sur les images, je continue le ratio texte-image. Tous les logiciels d'emailing vont vous proposer de pouvoir venir renseigner ce qu'on appelle les balises alt dans vos images. Parfois, les images, elles passent pas. Parfois, les images, elles ne s'affichent pas en boîte de réception. Ma petite astuce, voilà, c'est quand vous allez bien renseigner ce qu'on appelle les balises alt, vous pouvez mettre du texte. Alors, le but du texte, c'est pas de mettre le nom de l'image, mais de mettre un texte alternatif au cas où l'image ne s'afficherait pas. Et du coup, c'est le texte qui va prendre la place de l'image et ça permettra de pouvoir faire en sorte que, voilà, si l'image passe pas, en tout cas, vous avez anticipé et optimisé au maximum l'envoi de votre image. Et puis, Laurent, tu peux enchaîner sur les liens, les call to action, sur le dernier point. Donc ça, c'est l'élément essentiel, bien évidemment. Quand vous envoyez, que ce soit une newsletter, vous envoyez, ou quand vous faites du nurturing, encore plus important quand on fait du nurturing, les gens, ils vont lire votre newsletter. Qu'est-ce que vous souhaitez leur faire comme action? Donc, important d'avoir ce qu'on appelle des call to action, hein, des boutons action, des liens pour faire engager et faire agir les gens qui vont lire votre email. Et là aussi, important de bien les liens que vous allez mettre, de bien pouvoir les tracer dans votre compte Google Analytics, hein, ce qui ne se mesure pas, n'existe pas dans le digital. On ne cessera de vous le répéter avec Laurent. Et donc, les liens UTM, hein, c'est ce qui vous permet de pouvoir mesurer l'efficacité de vos campagnes et voire même jusqu'à l'efficacité de votre email concerné, puisqu'en paramétrant avec le Google UTM Builder, en paramétrant les liens UTM, c'est ce qui vous permet après dans Google Analytics de pouvoir mesurer l'efficacité de vos différentes campagnes. Pendant que Laurent enchaîne, je vais vous mettre le lien vers le Google UTM Builder pour ceux qui n'utiliseraient pas encore les liens UTM. Je les récupérais avant le début de la masterclass. Donc ceci, c'était des conseils pour bien structurer en fait votre newsletter, le contenu de vos emails. Ensuite, un autre aspect important dans la gestion de vos campagnes emailing, ça va être de pouvoir en fait vous identifier ou être identifié facilement par les personnes qui vont recevoir vos contenus et de pouvoir les rassurer. Pourquoi? Mais parce que on l'a dit aujourd'hui, l'emailing est surutilisé, on est tous spammés, on reçoit des quantités de mails non désirés. Alors au minimum, c'est du spam, c'est des emails tout à fait inoffensifs mais non sollicités, mais on reçoit aussi des emails qui sont des tentatives d'arnaque, de fraude, de phishing, etc. Et donc il y a une grande méfiance en fait des gens dans les emails qu'ils reçoivent. Et donc c'est important que la personne puisse très rapidement et très simplement et facilement
pouvoir nous identifier et reconnaître qui on est et savoir, ah oui, je les connais, oui, je me suis inscrit à leur newsletter, etc. Et donc, c'est une façon un petit peu de montrer patte blanche pour je veux dire, être accepté et puis pouvoir être ouvert. Donc, c'est vraiment un élément important qui va directement impacter à la fois notre capacité à ne pas tomber dans la boîte spam de nos destinataires et puis aussi, ça va impacter le taux d'ouverture. Alors, quelles sont les bonnes pratiques justement pour s'identifier et rassurer le destinataire quant à notre identité? Ben, la première chose à faire, c'est d'utiliser et d'être clair sur le nom d'expéditeur. Alors, ce qu'on appelle aussi l'alias. Et une bonne pratique à ce niveau-ci, c'est de ne pas se cacher derrière un nom d'entreprise ou un nom de service d'entreprise, mais essayer d'être le plus proche possible, de créer une proximité. Et la meilleure façon de créer de la proximité, ben, c'est de se présenter en tant que personne. Et donc, une des bonnes pratiques, plutôt que d'envoyer, par exemple, une newsletter de la part de Croissance pour tous, c'est d'envoyer une newsletter de la part de Laurent de Croissance pour tous ou de Laurent Hannet en destinataire. Et pour ça, eh bien, il faut le renseigner dans les paramètres de ces campagnes. Donc, via mettre votre nom d'expéditeur. Alors, en fonction du type de business et du type de relation que vous voulez avoir avec votre audience, ça peut être simplement le prénom, ça peut être le prénom plus le nom de famille, le prénom plus la fonction. Enfin, il y a différentes façons de le faire, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, l'adresse d'expéditeur aussi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que on va plutôt envoyer sa newsletter depuis son adresse personnelle, à savoir par exemple Laurent ou laurent.hanet@croissancepourtous.com, plutôt que d'une adresse marketing, promotion, lead generation, etc., ce qu'on appelle des adresses génériques. Donc, une des bonnes pratiques, c'est d'utiliser une adresse expéditeur personnelle. Alors, on peut créer, il ne faut pas forcément utiliser son adresse propre, mais si on crée une adresse de campagne, on essaye que ce soit une adresse avec prénom ou prénom-nom du collaborateur qui envoie la newsletter. Tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques. Autre bonne pratique, c'est être clair sur le nom de domaine, c'est-à-dire qu'avec les outils de gestion de campagne, je pense à Brevo, à Mailchimp, à HubSpot, enfin, il en existe des dizaines et des dizaines. Dans les paramétrages de campagne, vous allez pouvoir, donc vous devez choisir une adresse mail qui sera l'expéditeur, mais vous pouvez aussi afficher une autre adresse. Et donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences entre l'adresse qui est réellement utilisée et celle qui est affichée. Si vous décidez de le faire pour une raison X ou Y, c'est important en tout cas que le nom de domaine soit le même. C'est-à-dire que si moi, j'envoie avec mon adresse mail laurent@croissancepourtous.com une newsletter, c'est important que ce soit que l'adresse mail que je vais afficher soit bien une adresse avec le domaine @croissancepourtous.com. Voilà. Et c'est des erreurs. Quand on ne le sait pas, on peut facilement switcher d'un autre domaine à un autre, pour autant qu'on gère plusieurs noms de domaine. Et ça va créer en fait de la confusion, à la fois pour la personne, mais aussi pour les boîtes mail. Voilà, ce sont souvent des petits signaux rouges qui s'allument et qui font penser à du spam, voire à des arnaques. Et enfin, quatrième élément sur lequel vous pouvez jouer pour vous identifier, pour rassurer, eh bien, c'est l'objet. On a vu que l'objet était avec le pré-header, quasiment le seul élément sur lequel vous pouvez jouer sur le phrasé pour titiller la curiosité et faire passer à l'action. Et donc, la qualité de l'objet va être déterminant pour à la fois rassurer la personne et la faire passer à l'action, c'est-à-dire ouvrir la newsletter. Donc, si au niveau de l'objet, c'est pas clair, ou il y a confusion, ou il y a doute, il y a suspicion, etc., la personne ne va jamais l'ouvrir. Voilà. Et donc, c'est important de ne pas utiliser des objets qui soient trop racoleurs. Donc, tous les mots-clés, ce qu'on appelle les spam words, tout ça, ils font supprimer les mots-clés promotion, gratuit, utiliser des majuscules, etc., qui étaient des techniques qu'on avait peut-être tendance par le passé à utiliser pour capter l'attention. Aujourd'hui, c'est clairement des mauvaises pratiques parce que ça va à la fois créer de la méfiance auprès du destinataire, mais ça risque de vous faire passer en spam auprès des boîtes mail de réception. Voilà. Donc, très important au niveau de l'objet. Alors, pour ceux qui manquent d'inspiration sur la façon de rédiger des objets attrayants d'un point de vue marketing, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est à votre disposition. Je pense à ChatGPT notamment.
et eh bien challenger ChatGPT, poser la question, demandez-lui des suggestions d'objets et des variantes d'objets et vous allez voir que très facilement il va vous rédiger des objets et des rédactions d'objets très attrayants, très courts, très concis, mais très attrayants. Ce qu'on peut encore dire aussi par rapport aux objets, c'est que pour ceux qui ont des bases de renvoi relativement larges en termes de quantité d'expéditeurs, ben, n'hésitez pas à faire de l'A/B testing, c'est-à-dire de d'abord envoyer quelques dizaines ou quelques centaines d'emails avec un objet A, et, un début d'audience, et puis un deuxième objet d'email à d'autres contacts, et puis analyser l'objet qui génère le meilleur taux d'ouverture, et puis vous shootez au reste de la base de données ben, l'objet qui a donné le meilleur résultat. Tout ça, ce sont des choses qui sont très facilement faisables, puisqu'aujourd'hui, la plupart des outils d'emailing permettent de faire ces tests, ces A/B testing directement dans l'outil de gestion de campagne. Ce que tu peux rajouter, c'est que là, il y a des nouvelles règles qui sont arrivées récemment, où du coup, on peut plus utiliser un nom de domaine gratuit pour envoyer des campagnes d'emailing. Il faut absolument utiliser un nom de domaine personnalisé pour pouvoir s'authentifier et envoyer des campagnes d'emailing, sans quoi Ouais. les emails, en fait, ils partiront plus, ils vous laisseront plus partir des boîtes mail, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, Donc, ça veut dire que vous toutes les avez, campagnes ouais, Gmail, Outlook, Yahoo, etc., toutes ces adresses-là, c'est terminé, terminé, on oublie c'est terminé. exactement. Donc, je sais pas Et si, et ce que je voulais peut-être encore ajouter par bien rapport sûr. justement à l'objet, une façon aussi de renforcer le taux d'ouverture des emails, c'est de mettre dans l'objet une personnalisation. C'est-à-dire, c'est d'ajouter par exemple le prénom de la personne. Je pense qu'on a déjà tous reçu des emails de ce type-là, où on voit que dans l'objet de l'email qu'on reçoit, on voit son prénom, par exemple, Laurent, téléchargez ou inscrivez-vous à notre prochain webinaire, etc. Donc, il y a moyen d'ajouter dans l'objet des éléments de personnalisation pour autant que vous les ayez dans vos data hein, au niveau de votre base de données. Et ça, ce sont des éléments, c'est une technique qui va vraiment permettre d'augmenter de façon significative le taux d'ouverture de vos emails. Alors, il y a Jean-Philippe qui nous demande, y a-t-il une astuce pour être certain que le mail ne partira pas dans les spams? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. Parce que déjà, on fait le Alors, distinguo entre le mail, j'envoie un email à une personne, et puis des campagnes d'email où là, je vais envoyer un email sur une base de données. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu fais référence à envoyer un email à une personne ou si tu traites de campagne générique, mais le, il n'y a aucune technique aujourd'hui qui te garantit 100% de délivrabilité. La délivrabilité, on en parle à la fin de cette masterclass, mais globalement, il n'y a rien qui, aujourd'hui, il y a rien qui peut te garantir 100% de délivrabilité. C'est pour ça que quand on fait des campagnes d'emailing, toutes choses étant égales par ailleurs, ben, on définit ce qu'on appelle nos indicateurs de suivi de campagne. Voilà, sur les taux d'ouverture, les taux de clic, l'engagement suscité. Si ce message, j'ai l'impression de pas. J'ai encore une autre question en même temps. Donc, on va travailler sur des KPI et je pourrais vous montrer des exemples à partir d'un compte, mais quand on travaille sur des fichiers, on travaille, j'en parle après, d'abord sur des fichiers qualifiés, bien évidemment, sur des fichiers sur du consentement. Et donc, pour améliorer la délivrabilité, je fais le saut avec la rubrique suivante. On peut travailler sur du consentement, voire du double consentement. Voilà, et moi, je préconise de plus en plus de travailler à partir du double consentement, parce que souvent, et je suis sûr que vous l'avez déjà fait, hein, il y a un contenu qui vous intéresse, vous laissez soit un email bidon pour avoir le contenu, soit un email type Gmail, etc. Bon, on l'a tous fait, mais mettez-vous à la place de la personne qui reçoit un email bidon. Si derrière elle vous renvoie un email, eh ben, elle va avoir un email bidon en face. Donc un email bidon, c'est du bounce. C'est du bounce, ben, du coup, ça fait baisser sa note au niveau de son nom de domaine. Et puis derrière, elle peut être pénalisée pour l'envoi d'emails supplémentaires. Alors que le double opt-in, le double consentement, ben, permet d'abord de valider l'email que vous avez laissé. Et une fois que vous avez validé cet email, donc si vous avez un email bidon, ben, il ne se valide pas. Voilà. Donc quand vous validez avec double consentement, vous êtes sûr déjà d'avoir un email propre
à partir duquel vous allez pouvoir communiquer. Donc, déjà, une bonne astuce pour éviter que tes mails partent dans les spams, c'est de coller quand tu es sur de la collecte d'emails, collecter avec du double opt-in. Ça permettra déjà de diminuer le risque. C'est le premier point. Si tu utilises déjà des campagnes et si tu utilises déjà des logiciels d'emailing, ben, il ne faut pas hésiter à nettoyer régulièrement les, les emails de tes campagnes en enlevant les bounce. Voilà, tous les logiciels d'emailing te permettent aujourd'hui de pouvoir récupérer la liste des emails qui bounce en boîte de réception. Ben, tu les dégages. Voilà, en dégageant les bounce, tu vas comme ça pouvoir bien nettoyer tes statistiques et être sûr que tu travailles sur des fichiers qui sont les plus propres possibles et qui du coup ben, facilitent la délivrabilité de tes emails. Donc ça, c'est en fait, il n'y a pas de garantie que ton email partira pas dans les spams, il n'y en a jamais. En revanche, si tu travailles correctement, si tu travailles sur des fichiers qui sont propres, avec du double consentement, si tu as des indicateurs de mesure qui sont cohérents par rapport à des taux d'ouverture, des taux de clic, des taux d'engagement, ben à un moment donné, s'il y a un problème, tu vas le voir. Parce qu'il n'y a aucune raison, toutes choses étant égales par ailleurs, avec une campagne, je sais pas, tu as 3 mois de campagne, tu es en moyenne entre 25 et 35% de taux d'ouverture. À un moment, tu arrives à 10% de taux d'ouverture, c'est qu'il y a eu un problème technique. Voilà. Donc, on fonctionne plutôt comme ça, plutôt que bah, de se dire non, il n'y a pas de garantie que ça puisse arriver directement. Voilà. Donc après, j'ai Daniel qui nous dit, Laurent, j'ai l'impression de ne pas avoir de pré-header et à la place du si ce message ne s'affiche pas. Bah, si ce message ne s'affiche pas, c'est ça. C'est ça donc tu dois pouvoir le personnaliser dans ton logiciel d'emailing. Quel logiciel tu utilises, Daniel, pour tes campagnes? Et puis on continue en même temps GetResponse. Tu connais GetResponse? C'est connu GetResponse. Tu l'utilises, Laurent, GetResponse? Non, non, je n'utilise pas cet outil-là, mais effectivement, la phrase consulter ce message ou si ce message ne s'affiche pas, c'est le pré-header par défaut en fait. Ici, C'est ça. la recommandation qu'on donnait, c'était justement de ne pas, il ne faut pas supprimer ce message-là parce qu'il a toute sa pertinence. Il faut simplement, dans les paramètres de la campagne, changer. Donc, on laisse dans l'affichage de l'email la petite phrase apparaître sur ce message, mais au niveau du paramétrage de la campagne, on remplace le texte par un texte un peu plus accrocheur, plus marketing. Donc, et puis dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à le faire, Daniel, faites un petit message au support GetResponse. GetResponse est connu, c'est un super outil. Ils ont forcément un service client digne de ce nom. Bon, il est moins le quart, on avance et on est un peu à la bourre, mais on a parlé de délivrabilité, donc j'aurai moins de temps sur la dernière partie. La partie segmentation, c'est la clé. Le premier truc à faire, si vous ne faites pas d'aujourd'hui de campagne d'emailing et puis que suite à cette masterclass, vous vous dites ah ouais, mais c'est quand même pas con d'aller réveiller des vieux clients. Hein, vous avez peut-être des clients dormants et donc d'aller les réveiller, ben, c'est déjà de repartir de vos ressources actuelles, de vos fichiers actuels. Et le premier truc à faire dans un fichier d'email, c'est déjà faire le distinguo entre les clients et les non-clients. Voilà, c'est tout con, mais si vous envoyez le même email à des clients et à des non-clients, bah, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, déjà, dans la segmentation, ça part déjà juste de là, de faire la distinction entre les clients et les non-clients. Ensuite, si vous avez des fichiers qui sont dormants, vous pouvez les réactiver. On a eu notre réunion du réseau la semaine dernière, on parlait notamment de Magilide, mais on peut venir comme ça réimporter entre guillemets des fichiers dormants ou des fichiers sur lesquels on a des doutes et venir enrichir la data pour du coup reconstituer et remettre à jour des bases mail si vous avez des doutes sur des emails. Vous pouvez également sur des fichiers existants dormants réengager une liste existante, réengager si ben voilà, je vais faire une campagne d'email. Imaginons, j'ai 500 emails. Je ne sais pas du tout sur ces 500 s'il y en a qui seraient encore intéressés par ce que je fais ou pas, vous les réengagez. Vous les réengagez, vous les redirigez vers une page opt-in. Et comme ça, de ces 500, vous allez pouvoir extraire ceux qui seraient intéressés de vous suivre à nouveau. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire sur vos ressources actuelles. Après, si vous n'avez pas de liste email, ou si elle est trop petite, ou même elle n'est jamais assez grande, liste email, il faut que vous ayez des process de collecte d'emails, bien évidemment. Encore une fois, n'oubliez pas, le chiffre d'affaires est dans la liste. Donc, dans la liste email. Et donc, pour avoir des listes email, il faut déjà avoir des process de collecte. Donc, il faut réfléchir à son écosystème et dire aujourd'hui comment je peux collecter des emails. Je vais déjà vous poser encore une question. Est-ce que toutes les cartes de visite que vous avez collectées depuis que vous travaillez, vous les avez en fichier mail?
est-ce que tous les gens que vous croisez dans les réseaux, vous récupérez les cartes de visite et vous les avez dans vos fichiers mail? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas sûr que la réponse soit un oui franc, un oui franc. Ben voilà, ça c'est un process de collecte, c'est une hygiène en fait, c'est de comprendre que une carrière professionnelle c'est long, une entreprise ça se développe dans la durée. On peut avoir plusieurs entreprises, plusieurs carrières. Mais encore une fois, votre fichier, hein, c'est un peu votre fonds de commerce, votre fichier email à jour avec des personnes que vous avez pu côtoyer dans une vie passée et qui pourraient être intéressées par ce que vous faites demain. Voilà. Mais si on n'a pas pris le réflexe en amont de bien collecter et bien entretenir sa liste, ben, on ne bénéficie pas du plein potentiel qu'offrent ces techniques avancées d'emailing. Donc, avoir des process de collecte traditionnels, c'est du bon sens. Voilà. Et puis des process de collecte digitaux. Là, on rentre dans des techniques de web marketing un peu plus avancées, des landing pages, des lead magnets, des contenus à proposer en téléchargement, des outils de prise de rendez-vous via Calendly, ben, vous collectez de l'email, etc., etc. Donc, il y a plein de façons de processer et de collecter des emails. Toutes les plateformes en niveau avancé, toutes les plateformes web aujourd'hui proposent ont leur propre processus de collecte des emails. Vous faites sur du Google Ads ou vous faites sur du Facebook Ads, vous avez les formulaires intégrés qui sont proposés. Donc, même si vous n'avez pas de site internet, même si vous n'avez pas de landing page, vous pouvez utiliser les process de collecte qui sont proposés par les grosses plateformes pour vous constituer des bases email. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui existent. N'oubliez pas, le chiffre d'affaires est dans la liste. Donc, il faut que vous ayez vraiment des process de collecte d'emails. C'est ça qui va faire que dans la durée, ben, vous allez faire gonfler votre liste email et du coup, vous allez avoir de plus en plus de gens à qui parler finalement. Le ciblage, bien évidemment. Dans le web marketing, quand je vais collecter un email, en général, au départ, on va plutôt collecter un minimum d'informations, un prénom, un email. Bon. Et puis après, petit à petit, je vais cibler, hein, je vais qualifier mon contact. Et ben, à force de le réengager, je vais petit à petit récupérer son nom de famille, le nom de son entreprise, l'URL de son site web, son adresse, son numéro de téléphone. Je vais pouvoir comme ça cibler, mieux cibler mes contacts et surtout, bah, du coup, derrière, avec notamment les systèmes de tags qui sont proposés par les outils d'email, pouvoir apporter un maximum d'informations pertinentes sur vos contacts. Plus vos contacts vont être ciblés, plus vous allez être capable de pouvoir proposer des emails qui sont personnalisés. Ça, c'est vraiment la clé. Et avec les systèmes de tag, ça vous permet de pouvoir cibler au maximum vos contacts. Les, tous vos contacts ne sont pas forcément intéressés par tout ce que vous proposez. Du bon sens. Ben, dans votre logiciel d'emailing, il faut que vous puissiez identifier les centres d'intérêt de vos contacts par les systèmes de tag. Et avec des systèmes de tag qui sont bien ficelés, ben, ça vous permet, dans la durée, de pouvoir finalement proposer des emails qui soient le plus personnalisés possible, qui soient le plus axés sur les centres d'intérêt de vos prospects. Voilà. Donc le ciblage, c'est une des clés. Et dans le ciblage, vous avez aussi ce que proposent en natif tous les logiciels, bien évidemment, les variables, le prénom, la civilité, etc., etc. Mais je voulais vraiment insister sur cette notion de tag, parce que une base email, c'est pas juste un prénom et un email. C'est derrière, ben, finalement, il faut l'utiliser comme un outil comportemental. Voilà. Et plus vous allez en savoir sur vos contacts, plus vous allez être capable de pouvoir personnaliser et être pertinent et donc avoir de meilleurs résultats dans l'usage de vos campagnes. À toi, mon cher Laurent. Ensuite, étape suivante, ben, c'est soigner la forme en fait de ces messages. Ici, on vient de voir jusqu'à présent comment augmenter la délivrabilité, en tout cas la transparence, la confiance au niveau de ces emails, comment accroître le taux d'ouverture. Maintenant, on va devoir donc, on suppose que les gens ont cliqué sur l'email, ils ouvrent notre email et effectivement, là, ils vont être confrontés au contenu de l'email. Et quand on est confronté au contenu de l'email, ben, on parle de mise en forme. Et là, la mise en forme, elle est hyper importante. Alors, on a parlé du ratio texte-image, 40%, 60%, etc. Petite parenthèse, on parle du ratio en termes de poids
et pas en termes de superficie, etc. Donc, c'est comme ça que ça se calcule. Euh, Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est il faut vraiment soigner la forme parce que c'est une question à la fois de crédibilité et à la fois d'efficacité des messages, en fait. Si, quand on ouvre une newsletter, on a une newsletter qui est pourrie, ça ne donne pas envie de lire, donc il ne va pas y avoir d'efficacité en termes de consommation du contenu, mais surtout, ça donne déjà, même sans lire le contenu, ça va me donner une première impression, un premier ressenti qui va être positif ou pas ou négatif, et qui va venir renforcer mon image, ma crédibilité, ou venir l'affaiblir. Donc c'est un élément extrêmement important. Alors, la première chose à faire, c'est être reconnaissable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, il faut qu'au niveau de ce qu'on appelle l'aspect, le look, hein, le look and feel ou le côté graphique, design de votre newsletter, ben, il faut que ce soit cohérent par rapport à votre charte graphique. D'accord? On ne réinvente pas sa charte graphique dans une newsletter par rapport à ce qu'on a déjà développé sur son site internet. Une newsletter bien faite, eh bien, elle joue la continuité au niveau graphique et visuel du rendu, du look and feel du site internet, et elle est en cohérence complète et totale avec la charte graphique de l'entreprise. Donc, il ne faut pas essayer de réinventer la roue lorsqu'on conçoit sa newsletter. Il faut repartir de sa charte graphique, de la charte graphique de son site internet, et on va simplement adapter cette charte graphique, ce rendu visuel à la newsletter. Ça, c'est une première chose. Et pour être reconnaissable aussi, eh bien, il faut jouer la durée, la continuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer et réinventer la mise en page et le graphisme de sa newsletter tous les mois ou tous les trimestres. C'est comme le logo d'une marque, c'est ce qui fait l'efficacité d'un logo, c'est la durée, la longévité du logo. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir est-ce que le logo Michelin, il est joli ou il n'est pas joli. Par contre, tout le monde reconnaît, on peut vous montrer un petit bout du logo Michelin, tout le monde le reconnaît. Et c'est vrai pour toutes les grandes marques et tous les logos qui se sont imposés dans l'histoire ou dans leur secteur d'activité. Mais la newsletter, elle répond à la même logique en fait. Donc, il faut concevoir un look and feel, un rendu graphique qui est attrayant, qui est cohérent par rapport au site internet et à la charte graphique. Et une fois qu'on l'a fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser et réutiliser un certain nombre de fois. Voilà. Alors qu'on me demande la question tous les combien de temps est-ce qu'il faut changer, rafraîchir le contenu, enfin le look and feel de sa newsletter. Moi je dis c'est au maximum une fois par an. Ça n'a pas de sens et on n'est pas obligé de le faire tous les ans, mais le faire plusieurs fois par an pour moi n'aurait aucun sens. Alors, au niveau du design, ben là, il y a plein d'approches possibles. Et ce qui plaît à certains peut déplaire à d'autres. Ce qui est beau pour certains est laid pour d'autres, etc. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut essayer d'avoir un design le plus minimaliste possible. C'est-à-dire que le design, il est en service de votre message et pas l'inverse. On ne fait pas une newsletter avec plein de couleurs et plein de photos et des choses très olé olé pour être dans la performance graphique, etc. Non, c'est moins il y en a, mieux c'est. Et ce qu'on va mettre, c'est vraiment parce que ça a une utilité, soit dans la lisibilité ou dans la mémorisation de l'information. Voilà. Ensuite, il y a les couleurs. Alors, les bonnes pratiques au niveau des couleurs, c'est comme pour les sites internet, c'est on va utiliser des couleurs euh, donc un fond blanc idéalement, et on va utiliser une couleur de texte qui va être souvent dans une variante de gris, gris foncé, etc. Et on réinvente pas. Aujourd'hui, on sait que c'est ça qui donne la meilleure lisibilité et le plus grand confort de lecture pour la personne qui veut nous lire. Donc les fonds de couleur avec des typos en noir sur fond de couleur ou même en blanc sur fond de couleur, c'est des choses, à moins qu'on ait une bonne raison de le faire, c'est des choses qu'on essaye plutôt d'éviter. Au niveau des typos également, ça sert à rien de vouloir chercher l'originalité. On sait aujourd'hui quels sont les typos qui fonctionnent sur Internet et quelles sont celles qui ne fonctionnent pas. Donc, je les connais plus par cœur, mais je pense qu'au niveau des typos, c'était essentiellement du Verdana, si j'ai bonne mémoire, qui était une des plus utilisées. Par contre, du Times, New Roman, c'est des choses qu'on évite absolument au niveau du digital. D'accord? Ouais, on est plus au collège. Voilà, on n'est plus au collège. Et puis, au-delà de ça, il y en a qui font sérieux, professionnel, et il y en a qui font amateur. Et le but, c'est de ne pas être catalogué comme un amateur, mais plutôt comme quelqu'un de sérieux et professionnel et expert dans son domaine. Voilà.
Alors, les couleurs, de nouveau, donc on a parlé des typos, au niveau des couleurs, on va utiliser la couleur, de nouveau, à partir du moment où on a une raison de le faire. On va pas mettre de la couleur partout, on va uniquement mettre en couleur soit les titres des sections, soit les boutons d'appel à l'action, et on va prendre des couleurs très contrastées. Donc là, il ne faut pas avoir peur de prendre du rouge, de l'orange, des couleurs très flash, du mauve, etc., en lien avec votre charte graphique. Mais là, il y a pas de limite en termes de couleurs à partir du moment où je contraste sur un fond blanc. D'accord? Mais les couleurs, elles ont une utilité, elles sont là pour attirer le regard de la personne qui nous lit sur les éléments importants. C'est les titres, c'est les mots-clés, c'est les call to action. Voilà. Et si il n'y a pas de raison d'utiliser la couleur, eh bien, on n'utilise pas la couleur. Et enfin, il y a une checklist que j'avais commencé à lister avec les On bonnes pourra vous pratiques. l'envoyer, ouais. On pourra Ouais, vous au l'envoyer niveau si vous voulez. du design, mais pour très vite les parcourir, c'était enfin, ça reprend, mais de façon un peu plus détaillée, ce que je viens de dire. Donc, effectivement, comme je vois que le temps, le temps avance, je ne vais pas la parcourir, mais il y a une dizaine comme ça de checklists. N'hésitez pas à nous la demander, ceux que ça intéresse. Voilà. Mais moins, donc, comme on dit, c'est less is more, et on utilise Less de is la more. couleur des images, on utilise de la couleur des images que parce qu'on a une raison précise de le faire, parce qu'on veut attirer l'attention, le regard et la mémorisation d'un message précis. Voilà, en grand. Euh, en grand et en rapide ce qu'on pouvait dire au niveau de la forme, qui est un élément important pour faire passer à l'action, évidemment. Alors sur la délivrabilité, ben, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je vais pas revenir dessus plus en détail. Retenez l'idée comme qu'il faut des domaines personnalisés. Moi, je vous conseille fortement le double opt-in. Ne racontez pas ne faites pas de fausses promesses. Il faut vraiment que votre email il soit en lien avec ce que les gens entre guillemets attendent, parce que ben, bien évidemment, si vous faites des fausses promesses, vous pouvez entre guillemets gonfler votre audience, être déclaré comme spammer, et là, pour le coup, ça fait baisser votre note auprès de votre service de messagerie. Le petite astuce, l'astuce à plus 10%, ça marche à tous les coups. Ça, c'est vraiment un truc sympa. Quand vous avez des logiciels de professionnels d'envoi d'emailing, vous envoyez votre emailing, vous avez 30% de taux d'ouverture, bravo. Voilà, ben, ce que vous pouvez faire le lendemain ou 2 jours après, c'est renvoyer l'email à ceux qui l'ont pas ouvert. Et quand vous faites ça, vous verrez ces statistiques, vous regagnez 10% derrière. Voilà. Il y a plein de raisons qui font que des gens n'ouvrent pas forcément un email tout de suite. Il le voit passer, mais il n'a pas le temps, ou il l'a pas vu. Enfin bref, il y a plein de raisons. Il était malade. Ben, vous renvoyez. Voilà. Et les logiciels permettent en un clic de pouvoir renvoyer directement le même email ben, à ceux qui l'ont pas ouvert. Voilà ce Et on qu'on peut voulait. oui, Dis-moi. et on peut le renvoyer par rapport à ça, cette astuce à plus 10% qui effectivement fonctionne très très bien. Ce qu'on fait généralement, c'est que lorsqu'on renvoie l'email aux personnes qui ne l'ont pas ouvert, on va changer l'objet parce qu'il y a toute une série de gens en fait qui ont vu passer l'email, qui ont vu l'objet mais qui l'ont pas ouvert parce qu'ils ont reporté à plus tard, etc. Donc pour ne pas donner l'impression qu'on renvoie le même, on change l'objet et la personne voilà, ne sait pas que c'est deux fois le même contenu finalement. Elle voit juste passer deux objets différents. Donc pour elle, c'est deux emails. Mais effectivement, ça permet d'accroître le nombre de personnes qui prennent connaissance du contenu de l'email. Non, il est très fort. Il est très très fort, Laurent. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur ces techniques emailing avancées. Franchement, l'email en nurturing et en fidélisation, jusqu'à présent, on n'a rien inventé de mieux. Je vais quitter l'écran parce que je voulais avant qu'on se quitte. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je voulais vous montrer autre chose, rien à voir. Vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans nos masterclass. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Voilà, ChatGPT a annoncé. J'ai cru d'avoir votre avis là-dessus. Avec Laurent, on n'a pas parlé non plus. Euh, ChatGPT a annoncé vendredi son générateur de vidéos. Vous avez entendu parler? Donc, J'ai pas encore vous allez. testé, pas encore testé, mais j'ai entendu parler, j'ai entendu la news sortir, oui. Alors, en fait, donc ChatGPT a annoncé la sortie de son générateur de vidéos réaliste à partir d'un simple prompt. Hein, donc, c'est du texte aux vidéos. Donc, vous vous connectez sur ChatGPT, vous donnez votre prompt et ça vous sort des vidéos telles que vous voyez ici. Là, je suis sur le site d'OpenAI. Alors, la fonction, elle n'est pas encore disponible au grand public.
pour le coup, ils ont changé un peu, ils ont changé leur mode de diffusion et leur mode de sortie de nouvelles fonctionnalités. Ils l'ont réservé à quelques-uns. Quelques-uns, c'est quelques professionnels dans le design, quelques personnes de confiance qui sont vraiment dans le business. Ils ont ouvert la fonctionnalité pour avoir les premiers retours et les premiers cas d'usage en vue, j'imagine, peut-être de corriger, d'améliorer. Mais en tout cas, vous avez ici un exemple de vidéo euh, qui a été généré par l'outil juste à partir du simple prompt que vous voyez en bas. Le prompt, c'est une dame stylée qui marche dans les rues de Tokyo. Voilà, les rues de Tokyo, elles sont animées par des néons, etc. Enfin, franchement, comment on peut voir que c'est une image issue d'une image de synthèse, quoi. C'est juste, moi je trouve ça hallucinant. Il y a d'autres vidéos qui sont proposées. Ça, c'est une vidéo sur un trailer de film. Là, pareil, le prompt, c'est tu suis un 4x4 de dos. Enfin, c'est hallucinant, quoi. L'image de galerie, il y avait une image d'un chien. Tiens, j'ai partagé l'autre jour. Enfin, j'ai montré ça à mon gamin. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, bah, c'est un chien. J'ai dit, bah non, c'est pas un chien, c'est faux. Euh, je trouve ça hallucinant. Je sais pas trop où ça nous mène, tout ça, l'intelligence artificielle. Mais déjà qu'on a du mal à distinguer le vrai du faux aujourd'hui avec ces technologies qui arrivent. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait vous faire avec Laurent avant que cette masterclass. Mais on anime une masterclass au mois de mars de toute façon, quasiment tous les mois, toutes les 6 semaines, on vous fait une masterclass sur l'intelligence artificielle, tellement ça évolue vite, tellement l'actualité est chaude et lourde sur ce sujet. Et puis pour ceux qui sont dans la région, sur Aix ou Marseille, jeudi soir, j'anime une conférence chez The Camp sur l'intelligence artificielle. On va traiter de deux sujets. L'IA pour les entrepreneurs et puis surtout comment l'IA va révolutionner l'économie. Ça sera traité par Kevin Poluzzi, que vous connaissez peut-être. Bien, ben merci Olivier pour ce partage. On arrive là tout doucement au bout de cette masterclass. Il est 18h02. Donc, si vous avez encore des questions en lien avec l'emailing et ce qu'on vous a partagé, n'hésitez pas à les poser. Je te laisse checker, toi Olivier, peut-être au niveau des réseaux sociaux, voir s'il y a eu des commentaires, des questions à ce niveau-là. Moi, j'en profite pour vous annoncer la masterclass de la semaine prochaine, donc mardi prochain. Elle sera animée par Olivier qui recevra donc Arnaud Ciel, qui reviendra animer une masterclass puisqu'on a déjà eu la chance de l'accueillir il y a quelque temps et toujours donc sur les techniques de vente et il nous expliquera mais comment défendre son prix et préserver pardon sa marge et quelles sont donc les choses à faire et à ne pas faire pour par rapport à cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, Olivier, soit sur Zoom, soit au niveau des réseaux sociaux? On te demandait quelle version on recommande sur ChatGPT. Voilà, on recommande la version payante, hein, bien évidemment, la version 4, qui est beaucoup plus puissante et qui débloque toutes les fonctionnalités. Il y a un monde entre la version 3,5 et la version 4, comme il va y avoir un monde entre la version 5 qui devrait arriver et la version 4 actuelle. Voilà. Non, écoute, je pense que j'ai fait le tour, Laurent. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci à celles et ceux qui nous ont pas encore écoutés, mais qui vont nous écouter en replay, parce que vous savez qu'avec les replays sur les lives, du coup, ça crée une audience supplémentaire. Merci à vous. Si, pour ceux qui vont nous écouter en replay, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions à Laurent ou à moi. N'hésitez pas. Et puis, on aura le plaisir de vous recevoir encore une fois la semaine prochaine avec notre ami Arnaud Ciel sur les techniques de vente, sur comment défendre son prix et préserver sa marge. Ça, c'est important, préserver sa marge dans le contexte actuel. Bonne Bonne semaine soirée. à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.